Bonjour à tous, nous nous retrouvons à nouveau aujourd'hui pour continuer à observer, découvrir les innovations d'agriculteurs dans les pays du Sud. C'est Christophe qui animera ce webinaire aujourd'hui, je vais lui donner la parole tout de suite, mais en attendant que vous arriviez progressivement, je vous rappelle que sur le plan des interactions avec nous, vous avez deux boutons pour cela. Le bouton discussion qui vous permet de nous donner des informations ou de me faire part de vos éventuels soucis techniques. L'autre bouton, la rubrique qu'on vous conseille vivement d'utiliser, c'est la rubrique Q&R pour questions et réponses. Et cette rubrique permettra de poser toutes vos questions aux intervenants et ils vous y répondront à la fin de leur intervention. Donc, je vais laisser la parole à Christophe pour introduire ce webinaire. Merci Philippe. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Christophe Naudin, agronome à l'ESA-Angers. Avec Marie-Hélène Geoffroy, agronome à INRAE, nous sommes heureux de vous inviter à cette deuxième saison de webinaire dédiée aux innovations des agriculteurs. Cette saison 2 est orientée vers les innovations portées par des agriculteurs du Sud. Ce webinaire est proposé par Agrinium, par l'Association française d'agronomie, le réseau mixte technologique Champs Territoire Atelier et IDEAS, l'initiative pour la conception dans les systèmes alimentaires. Aujourd'hui, nous allons parler d'innovation paysanne en bassin maraîcher au Togo, avec un agriculteur, Jean Djargui, agriculteur au Nord Togo dans la région des Savanes et membre de l'Union des producteurs de céréales, et un technicien agronomique de Rafia, Nicodème Kolani, ainsi que Teske Bakker, agronome au CIRAD. Notre objectif dans ces webinaires est double: présenter une innovation réussie dans le cadre de l'agroécologie mise en œuvre par un agriculteur satisfait, décrypter la logique d'action de l'agriculteur, c'est-à-dire les relations entre les pratiques mises en œuvre par l'agriculteur, ses objectifs, les résultats qu'il souhaite obtenir, les observations qu'il fait pour faire évoluer ses pratiques et une interprétation fonctionnelle de ces pratiques de manière à partager les savoirs en agroécologie. C'est à travers un dialogue entre Teske, Jean et Nicodème qu'on va tenter de décrypter cette logique d'action. On espère également pouvoir formaliser cette logique dans l'outil GECO, un outil web de gestion des connaissances pour la transition agroécologique qui présente des techniques alternatives contribuant à la transition. Les webinaires de la saison 1 sont d'ailleurs en cours d'analyse et d'approfondissement par un groupe d'étudiants de dernière année de cursus ingénieur agronome ESA en majeure production végétale et agroécologie, cela de manière à tenter une capitalisation. En termes d'organisation, on écoutera d'abord Teske, Jean et Nicodème pendant environ 30 minutes, décrire les pratiques innovantes. Pendant ce temps, n'hésitez pas à poser vos questions dans la partie Q&R de l'outil. Dans la seconde demi-heure, nous prendrons vos questions et demanderons à nos intervenants d'y répondre. Ce webinaire est enregistré et sera mis en ligne rapidement. Je laisse la parole à Teske, Jean et Nicodème. Bon webinaire à tous. Merci Christophe. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je m'appelle Teske Bakker. Je suis agronome au CIRAD et j'ai récemment soutenu ma thèse qui a été menée en partenariat entre le CIRAD, la FAO et l'ONG AVSF et qui portait sur l'étude des effets des champs à école en termes de changement de pratique pour les agriculteurs. Et avant ça, j'ai travaillé pour AVSF au nord du Togo sur un projet en agroécologie que je vais rapidement vous présenter. Donc, pour commencer, je vais vous présenter quelques éléments de contexte sur la zone. Donc, on est en Afrique de l'Ouest, au nord du Togo, donc dans une région un petit peu enclavée. C'est un paysage de saison sèche avec une saison pluvieuse entre juin et octobre. Et il se trouve que c'est aussi la zone du pays avec les sols les plus dégradés, donc des problèmes d'érosion et de fertilité des sols. En termes de systèmes agraires, très rapidement, il s'agit donc d'exploitation de polyculture élevage, avec des exploitations en majorité de petite taille, puisque la pression foncière est très forte.
Il y a un accès assez répandu à la traction animale pour réaliser le travail des sols et le système de culture pluviale est principalement orienté vers des rotations coton-céréales, les céréales étant le maïs principalement et le sorgho pour l'alimentation des ménages. Et donc, comme je le disais, il y a des enjeux liés à la fertilité des sols avec la disparition des jachères et la mise en culture de terres dégradées en raison notamment de la forte pression foncière et du déboisement dans la zone. Et il y a aussi depuis 15 à 20 ans une forte expansion du maraîchage donc qui se fait en bas-fond en saison sèche et qui est irrigué manuellement ou à l'aide de motopompes. Et ce maraîchage permet de diversifier les sources de revenus pour les agriculteurs. Donc sur ces deux photos, on voit un exemple d'attelage pour la traction animale pour le travail du sol et aussi un élevage un petit peu emblématique dans la zone qui est un élevage de fontanes. Donc, dans cette zone, entre 2014 et 2017, AVSF, en partenariat avec l'ONG locale Rafia et l'Union de producteurs de céréales de la région des Savanes, a mis en œuvre le projet Durabilité et résilience de l'agriculture familiale, financé par le Fonds français pour l'environnement mondial. Et donc, dans ce projet ont été mis en œuvre des champs-écoles. Et donc, concrètement, les champs-écoles, ce sont des dispositifs de conseil qui sont apparus en réaction au modèle de diffusion de l'innovation, ce modèle de diffusion qui est très descendant et vertical, dans lequel la recherche met au point une innovation, les conseillers le diffusent et les agriculteurs l'adoptent et sont réduits un petit peu en récepteurs passifs en bout de chaîne. Et les champs-écoles vont un petit peu à contre-courant de cette idée, puisque leurs principes généraux, c'est de se baser sur la valorisation des connaissances et des expériences des agriculteurs, d'apprendre en faisant et de se baser aussi sur les échanges au sein de groupes d'agriculteurs, comme on peut le voir dans cette première photo. Donc, ils sont apparus en Asie du Sud-Est dans les années 90 et sont aujourd'hui trouvés dans plus de 90 pays du monde. Et les champs-écoles n'ont pas uniquement pour but de transmettre les compétences, mais aussi de renforcer les compétences des agriculteurs. Roger, il faudrait fermer ton micro. Donc, les champs-écoles sont centrés sur la gestion locale des agroécosystèmes, donc prendre en compte toutes les interactions entre les plantes, les sols et les insectes, et ils sont basés sur les priorités identifiées par les agriculteurs. Donc concrètement, les champs-écoles se reposent sur les interactions entre des agriculteurs et un facilitateur qui identifie un thème, donc une question à traiter ou bien une culture à aborder. Ils mettent en place de petites parcelles d'expérimentation et tout au long de la saison de culture, ils font ensemble les opérations culturelles et des observations de l'agroécosystème cultivé, des profils de sol, des comptages d'insectes, ils observent les plantes. Et à la fin de la saison de culture, il y a un bilan qui porte sur les performances, le rendement, la marge, mais aussi des indicateurs qui sont propres aux agriculteurs, comme par exemple la pénibilité du travail ou le calendrier du travail. Et donc, dans le cadre du projet Durabilité et Résilience, il y a des champs-écoles sur les cultures pluviales et aussi, ce dont on va parler aujourd'hui, des champs-écoles de maraîchage qui ont porté sur l'oignon, la tomate, le chou, la gestion de la fertilisation, la gestion de la protection des cultures. Et on va maintenant passer au témoignage de Nicodème et de Jean Gargui. Donc, une première question pour Nicodème, qui était technicien pendant cette intervention des champs-écoles. Est-ce que tu peux nous décrire comment se sont déroulés ces champs-écoles de maraîchage, sur comment ont été choisis les thèmes sur lesquels ils ont porté? Ok, merci beaucoup, Tess. J'étais ravi de participer à cette réunion. Comme vous avez bien su le dire, le projet Résilience a travaillé sur les champs-écoles pluviaux et de maraîchage. Et donc ici, on va s'attenir au champ-école maraîchage.
Et donc, lors de la mise en œuvre du projet, il y a eu des zonages cantonaux et villageois qui ont été réalisés au niveau de la zone du projet. Et donc, lors de ces zonages-là, nous avons identifié des bas-fonds sur lesquels les producteurs mènent leur activité de maraîchage. Et donc, ensemble avec ces producteurs-là, on s'est dit, qu'est-ce qu'il fallait faire pour résoudre leurs problèmes. Et donc, ensemble, on a discuté avec ces producteurs, on a dit, il faut qu'on mette en place des champs écoles pour tester certaines innovations, pour les permettre donc de changer leurs pratiques culturelles. Donc, c'est à ce niveau-là que nous sommes constitués avec un groupe. C'est-à-dire que chaque exercice, il y a des groupes qui sont constitués et nous venons en appui. Et donc, au niveau des groupes, le groupe est aléatoire. Donc, il y a des hommes et des femmes. Chacun s'approche et ensemble, on travaille. Et donc, lors de la construction de ces groupes-là, il y a eu des discussions pour voir quels sont les thèmes qu'il faut ensemble tester sur les parcelles. Et donc, nous les appuyons, on les appuie, en fait, à choisir les thèmes. Donc, c'est eux qui choisissent les thèmes et ensemble, on discute. Donc, ce n'est pas le technicien qui les impose les thèmes. Donc, par rapport à chaque site, ils ont des pratiques qu'ils font. Et donc, chacun dit, je vais ce test-là pour voir est-ce qu'il y aura amélioration ou pas. Donc, lorsque le groupe est constitué et le thème est choisi, on les appuie dans la mise en place du champ école. On délimite les parcelles pour eux. Et donc, ensemble, on travaille pour pouvoir trouver les résultats. Que ce soit la mise en place des parcelles, que ce soit l'épandage d'engrais, que ce soit en fait le saclage. Le technicien participe à tout cela et les guide pour la mise en place de ces parcelles-là. Et en fin de compte, on essaie de récolter, de faire les pesées. Et après les pesées-là, on passe à la conservation de ces produits pour voir exactement quelle est la différence entre les anciennes pratiques et les nouvelles pratiques. Voici en quelques lignes comment est-ce qu'on a conduit ces champs. D'accord. Merci beaucoup. Et donc maintenant, une question pour Jean Djergui. Une première question, c'est comment ont réagi les participants du champ école au contenu du champ école? Oui, merci pour avoir donné la parole. J'ai eu la chance à participer aussi comme en tant que producteur. Et effectivement, les producteurs ont été vraiment fiers et satisfaisants sur le champ école. Ils ont tiré vraiment beaucoup de leçons, parce qu'on avait beaucoup de problèmes liés à la culture maraîchère. Et que le projet AVCV est venu et avec l'ensemble de la génétique, on a fait la génétique des problèmes. Vraiment, on avait la mauvaise production. La culture maraîchère, que ce soit l'oignon et la tomate, le chou. On avait aussi le problème lié aux maladies des cultures. Et que vraiment, qui faisait qu'on n'avait pas un bon rendement. On avait aussi, troisième chose, liée aussi aux attaques aussi de nos cultures, qui faisait que dès la floraison, ces attaques viennent et détruisent vraiment les fruits de façon que ça devait donner, on n'arrive pas à voir. C'est de là que cette décision a été mise en place, elle a été donnée. Et maintenant, on a vu que vraiment, c'est une solution à nous, les producteurs, pour pouvoir pallier à nos problèmes. C'est là que on a issu les patients ont été issus des différentes coopératives, que ces coopératives étaient en union à la CAP. Donc, on avait choisi 3 producteurs par coopérative qui faisaient les 30 producteurs. Qu'ensemble, j'ai donné la parcelle où on devait mettre en place les innovations. Et dans les 30, il y avait aussi les hommes et les femmes. Et qu'à leur tour aussi, on a fait ça qu'à leur tour aussi, ils mettent aussi en pratique dans leur bas-fond ou dans leur parcelle qu'ils exploitent. Et que les autres aussi tireront aussi ces leçons pour aussi mieux produire. Vraiment, c'est là qu'on a mis en place les scènes écoles. Et à la fin, les producteurs ont pratiqué, jusqu'à présent, les producteurs pratiquent maintenant actuellement ces innovations et ils ont des bons rendements à travers les champs écoles.
d'abord, on faisait toujours la même parcelle et les mêmes cultures. On culture comme ça, c'est là que ça revenait. Ah, on faisait toujours la même culture dans la même parcelle qu'on avait tant de problèmes. Donc, actuellement, avec le chef école, les producteurs sont fiers parce qu'ils ont changé la manière de la production. Ils obtiennent maintenant la rotation des cultures. Donc, vraiment, les producteurs sont fiers vraiment de la mise en place de ces champs écoles. Ils ont tiré beaucoup de leçons. C'est ce que j'ai à dire. Merci, Agathe. D'accord. Et donc, une deuxième question. Vous-même, concrètement, quelles étaient les pratiques que vous faisiez dans vos parcelles avant le champ école? Qu'est-ce que vous cultiviez et comment vous le cultiviez? Oui. Avant, moi, je faisais toujours la tomate et l'oignon. Et quelquefois aussi le chou. Et c'était toujours la même parcelle que si je vois que c'est ici que j'ai reçu, ça a bien donné. L'année prochaine, je mets toujours la tomate à la même parcelle que j'avais mis la tomate l'année passée. Et surtout encore sur l'oignon aussi. Et je faisais aussi des planches qui étaient de 2 mètres, qu'en arrosant, l'eau devait rester à une côté et laisser de l'autre. Tu vas voir qu'il y a l'humidité d'une part et d'un côté, il n'y a pas, et il y a la sécheresse. Donc, à travers champ école, on a découvert, d'autres ont mené leurs innovations que chez eux, ils font des petits cuvettes. Et maintenant, on a opté. Avant, c'était toujours, je fais toujours la monoculture dans le même champ. J'ai changé actuellement et la manière de faire, de travailler. Oui, d'accord. Et au niveau de la gestion pour les insectes, qu'est-ce qui a changé? Et au niveau de la gestion des insectes, on a eu maintenant on a eu la conscience de faire la production des pesticides naturels qui est très efficace, qui lutte contre les ravageurs. Je me rappelle qu'en 2015-2016, il y avait une ravageur qui venait, qui n'avait pas de frein. Ça vient, c'était comme une étoile, ça met comme une étoile sur les plants. Et vraiment, ça cherche en même temps. Avec les pesticides naturels, on est arrivé à combattre ces insectes qui nous ravageaient. Donc, actuellement, c'est avec les pesticides naturels qu'on a opté plusieurs préparants qui nous aident actuellement de traiter nos cultures et qu'il n'y a pas arrière danger encore. Et comment vous les préparez? C'est quoi la recette? Et vraiment, il y a plusieurs préparants quand même. Il y a les graines de Nîmes, l'ail, le piment, et l'oignon, et qu'on pile, et on prépare dans le bout de 3 jours, on dilue et on traite. Et ça réussit vraiment. Il y a aussi, ailleurs aussi, on peut prendre, si c'est le chou, on prend les feuilles de Nîmes, le piment fort pour traiter et vraiment, on réussit bien. D'accord. D'accord. Et est-ce que les autres maraîchers dans le bas-fond aussi utilisent ces produits ou c'est seulement pour vous? Tout le monde, dans ce bas-fond, si vous venez actuellement, d'abord, ils ont changé la partie. Avant qu'on repique, on fait le compost comme on avait appris. On met le compost avant de repiquer. Et après, on ajoute maintenant l'engrais chimique. Parce que ça fait qu'on a diminué l'utilisation de l'engrais chimique. On utilise le compost. Et c'est comme ça aussi, on utilise les produits, les pesticides naturels, qui favorisent vraiment. On traite ça, on ne peut pas perdre les fleurs. Parce que les produits chimiques, le dosage est compliqué. Quand tu rates un peu le dosage, tu peux encore griller les fleurs qui devaient donner. Mais les pesticides naturels, quel qu'elle soit que tu doses,
il n'y a pas d'inconvénient sur les plants. Et il n'y a pas aussi un inconvénient sur l'humain, même nous qui le traitons. Donc, et puis c'est simple. Nous avons ces produits, c'est nous-mêmes qui les avons. Les graines de Nîmes, on a ça. Ce n'est pas quelque chose à aller chercher. L'oignon, ce n'est pas quelque chose à aller chercher. Et donc, le piment aussi, c'est nous-mêmes qui le cultivons. Nous en avons aussi. Ce n'est pas quelque chose à aller acheter. Donc, les femmes, les hommes, tout le monde adopte. Et c'est pour cela même que nous avons à mieux vendre parce que ça garde vraiment la couleur. Et même si les acheteurs ne produisent pas vite, que les acheteurs qui viennent en prendre nos produits veulent souvent venir parce qu'ils savent que les produits n'ont pas un arrière-effet. D'accord. Donc, la plupart, tout le monde, ils adoptent les pesticides naturels. D'accord. Donc, en dernier, vous avez dit les produits sont de meilleure qualité, c'est ça? Oui. Et c'est pourquoi ils sont de meilleure qualité? Oui, actuellement, parce que ça tue. Et les engrais et les pesticides chimiques, là, ces ancêtres ont déjà adopté. Au fur et à mesure qu'on traitait, ils ont adopté à ces produits. Mais les pesticides naturels, c'est comme un produit étrange pour eux. Quel que soit quand ils les traitent, ils n'arrivent pas à adopter à ces produits. D'accord. Oui. On a une petite coupure. Voilà. Ça revient du côté du Togo. Excuse-moi, Jean-Zerdi, ça avait coupé. Oui, je suis désolée, je n'ai pas une très bonne qualité de la connexion, on dirait. Jean-Zerdi, la dernière phrase de Jean-Zerdi ne nous est pas parvenue. Il peut la répéter? Oui, ils disent que vraiment nous adoptons. Ce qui fait qu'on dit que c'est très efficace et que c'est très bon, que les produits chimiques qu'on traitait avant, ces ancêtres ont déjà adopté à ces produits. Tu traites, ils font semblant, ça peut faire dans 10 années, il peut encore exister. Mais les pesticides naturels, ils ne résistent pas à ces produits parce qu'ils n'ont pas encore adopté. Comme il y a plusieurs composants, et donc ils n'ont pas la chance de vivre. Quand on traite en même temps, 2-3 jours, tu viens, tu vas observer qu'il y a vraiment beaucoup d'ailes qui sont morts. Donc, c'est ça que j'ai dit que c'est bon. D'accord. Et j'avais une question aussi, je crois savoir que vous avez fait l'agroforesterie dans le maraîchage. Oui, la question, est-ce que vous avez fait l'agroforesterie dans le maraîchage? Vous dites, s'il vous plaît, l'agroforesterie, vraiment, c'est à partir de chaque école que vraiment, dans mon bas-fond, on n'avait plus des arbres, ni rien. Mais à base de chaque école, j'ai mis l'agroforesterie dans mon parcelle et que ça permet d'arrêter l'érosion. Parce qu'avant, on faisait des petits trous. Et à chaque année, on en enlève encore qu'en saison pluvieuse, il y a l'érosion. Donc, c'est pour ça que j'ai mis l'agroforesterie qui freine l'eau. Et j'ai mis encore des bancs enherbés qui permet aussi de garder l'eau et qu'à la saison sèche, que l'eau, qu'on puisse avoir de l'eau pour pouvoir mettre en place nos cultures maraîchères. J'ai beaucoup changé, c'est à base de chaque école. Actuellement, si vous venez, j'ai mis en ligne, selon les courbes du niveau que j'ai déterminé avant de mettre ces arbres. Et puis ces arbres, ce sont des arbres qui, leurs feuilles, est très facile à être décomposé, qui facilite aussi encore le sol.
Alors, j'ai une proposition. Je vais partager quelques photos que j'ai prises au Togo. Et si vous voulez, vous pouvez faire un commentaire aussi. Voilà. Alors, est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui, je te propose d'enlever ta vidéo pour limiter la bande passante. Ta vidéo à toi. Ah oui, voilà. Voilà, on voit bien l'écran. Donc ici, voilà. Ici, c'est la première chose dont on a discuté, c'est au lieu de faire des grandes planches de maraîchage qui ne sont pas très bonnes pour la conservation de l'eau, c'est de faire des cuvettes et de mettre 3 à 4 plants par cuvette pour optimiser l'utilisation de l'eau et limiter finalement la corvée de l'arrosage. Si on voit bien. Oui, oui, on voit très bien. D'accord. Et alors, et donc ici, on a parlé aussi des traitements naturels, les biopesticides. Donc sur cette première photo, on voit le piment, l'oignon, l'ail et le Nîmes qui sont macérés, filtrés pour faire des biopesticides. Et dans certains bas-fonds, il y a aussi des groupes qui les préparent collectivement pour faire un peu des économies d'échelle sur cette préparation. Voilà, et ici, donc c'est des photos de production de compost. Donc sur la photo du milieu, on voit Jean Djargui devant sa fosse avec derrière lui le tas de compost qui a été ressorti et ici les résidus qui sont préparés pour remplir la fosse à nouveau. Et aussi les charrettes qui servent à transporter le compost une fois qu'il a été produit. Voilà. Et ici, donc c'était, je pense que Jean Djargui pourra nous préciser quelle est sa rotation à lui, mais c'était au cours d'une discussion dans un des champs écoles, un plan de rotation qui avait été proposé pour la rotation des cultures finalement. Donc là, c'était tomates, oignons, le chou et ensuite la carotte. Voilà. Et un élément dont on n'a pas trop parlé, mais dans ce projet, il y avait aussi la construction de puits pour éviter d'avoir à creuser des trous dans le sol qui favorisent l'érosion dans les bas-fonds et qui entraînent un peu le ravinement, ou alors qui limite aussi la corvée d'aller chercher l'eau. Et donc, il y avait cette construction de puits qui facilite le travail des maraîchers. Et pour finir aussi, des photos sur un exemple d'agroforesterie. Donc là, ce n'est pas au Togo, c'est une photo du Burkina Faso, mais c'est un peu le même principe, c'est de remettre des arbres, soit en bordure de parcelles, ou soit à l'intérieur des parcelles, en veillant à limiter l'enracinement et le feuillage pour l'ombrage. Voilà, je ne sais pas si vous avez des commentaires, Nicodème et Jean, s'ils sont encore là. Oui, oui. Peut-être un commentaire de la part de Jean sur ces rotations, puisque en plus ça rejoint une question des collègues qui nous ont rejoints, et notamment de Valentin, pour préciser quelles sont les rotations que Jean pratique sur son exploitation en bassin maraîcher. Oui, merci. Et comme on a fait ça, oui, c'est la rotation que je pratique. Vous savez que la tomate, s'il vous plaît, ça va? Oui, oui, on vous entend. La première année, si je mets la tomate dans la parcelle, en haut, et je mets l'oignon en bas, dans notre parcelle. Oui. Je mets le chou dans l'autre parcelle aussi. Si j'ai aussi le gombo, soit autre chose, je peux mettre dans l'autre parcelle. Je divise ma parcelle en 4 parties. Donc, l'année prochaine, là où j'ai mis la tomate, je mets maintenant l'oignon. Pour qu'il n'y a plus maintenant. Parce que ce que
la tomate, lui, il donne des fruits. Tant que l'oignon, lui, ça, il donne les billes. Donc, il n'y en aura pas d'inconvénients là-bas. Et donc, là où j'avais mis l'oignon, maintenant, je peux mettre la tomate là-bas sur le chou. Donc, c'est comme ça que je fais la rotation pour permettre pour éviter les attaques, les nématodes dans le champ. Oui. Ok, merci beaucoup, Jean Jargui. Une question complémentaire sur votre exploitation. Est-ce que vous pourriez détailler la surface de votre exploitation, quel élevage vous avez, la diversité des cultures et qu'est-ce que vous avez en bassin maraîcher ou en culture en dehors de ces bassins? Nous décrire un peu votre exploitation. Oui, merci. Mon exploitation, vous savez que dans Nord Togo, récemment, d'abord, nous n'avons pas assez de terre. Et j'ai sur la culture, la production des céréales, j'ai 4 hectares que j'exploite chaque année. Oui. Et sur les 4 hectares, je fais la production des céréales, surtout le maïs. Je fais le coton, je fais le soja et je fais l'arachide. Donc, je divise en 4 parties et que je fais toujours mon champ. Et dans ces champs, dans ces parcelles, j'essaie de mettre à travers AVSF, on a déterminé la courbe de niveau que nous cultivons suivant la courbe de niveau qui permet d'arrêter aussi la rotation et qui permet de freiner l'érosion. Et grâce, nous avons l'élevage. J'ai les bœufs. J'avais aussi la chance, ma femme avait eu la chance de trouver la charrette asine dans leur groupe. Ils sont le groupe de 3 personnes, 3 femmes qui avaient reçu la charrette asine. Et moi, j'ai aussi les moutons, que j'élève les moutons et les volailles. Et grâce à ces fumiers que j'utilise pour faire le compost, j'ai déjà 2 fosses à la maison. Et dans mon bas-fond, j'ai fait les 3 fosses pour le retournement du compost aussi pour le 45 jours. Mais à la maison, les fosses que nous mettons, c'est comme ça, c'est revenu. À chaque fois que nous raclons dans leur enclos, on met dans le fosse et on ajoute la litière qu'on mettait dans l'enclos et on ajoute. Et au fur et à mesure, ça décompose. Et en saison pluvieuse maintenant qui arrive, on fait sortir ces fosses-là pour amener dans les champs. Ok, merci. Des questions sur les biopesticides. Avec quelle fréquence vous les utilisez? Est-ce que vous les utilisez toutes les semaines, tous les 15 jours? Quelle est la fréquence? La fréquence est à 2 semaines. On traite, on observe. Et il y a aussi l'observation qui est très importante. En traitant, tu vas encore après rentrer voir si en observant, c'est comment. Ça dépend. On peut mettre normalement la fréquence c'est à 2 semaines qu'on traite, on le traite. On fait le deuxième traitement. Mais dès que tu fais l'observation, tu vois qu'il y a encore d'autres attaques, tu peux encore retraiter avant les 2 semaines. D'accord, merci. Et pour l'utilisation de Nîmes, est-ce que c'est du Nîmes que vous cultivez ou est-ce que c'est du Nîmes sauvage que vous cueillez? Chez nous, c'est les Nîmes sauvages. C'est pas qu'on a ces arbres chez nous qui est plein en saison sèche comme ça, on ramasse. Et on ramasse
et on garde au moment voulu, au moment opportun qu'on utilise maintenant. Ce n'est pas des arbres qu'il faut quand on les cultive. C'est les arbres que, bon, ça pousse n'importe où. Et quand même, on prend soin de ces arbres, ne pas couper. Parce qu'on sait l'utilité de ces arbres. Les feuilles, les graines qui nous servent vraiment à des traitements. Toujours sur les biopesticides, est-ce que vous avez fait quelques analyses sur ces biopesticides pour savoir quelles molécules, quelles sont les molécules qui sont présentes et notamment s'il y a des molécules dangereuses pour l'utilisateur? Je peux répondre à cette question. Oui. Ce n'était pas prévu et ça n'a pas été fait, je pense, dans le cadre du projet durabilité et résilience. Mais après, il y a des travaux qui existent et qui montrent que notamment l'utilisation du Nîmes, ça peut être dangereux. Il faut veiller à quand même se protéger quand on fait les traitements. Il y a une molécule, c'est l'azadirachtin, qui peut aussi s'accumuler dans les sols ou dans l'eau, mais ça n'a pas été fait dans le cadre de ce projet. Mais sur la question, il y a le guide sur les pesticides d'AVSF qui existe et qui recense beaucoup de bonnes pratiques pour l'usage des pesticides, si on peut dire. Et c'est des bonnes pratiques qui sont mises en œuvre par les paysans et par Jean dans ce bassin maraîcher, notamment en termes de gestion de doses, en termes de protection des paysans. Je pense que la question est pour Jean, mais il n'y a pas le micro. On ne vous entend pas, il faudrait mettre le micro. Merci, super. Oui, cette pratique est très, très intéressante pour moi parce que avec ça, il y a vraiment la grosse forcerie dans ma parcelle. Pour ça, il y a les bananes herbées qui retiennent l'eau, que nous avons aussi actuellement de l'eau pour arroser nos cultures. Et on a aussi encore des pesticides qu'on produit sur champ parce qu'on n'a pas besoin d'aller ailleurs pour trouver. Et c'est pas de dire que je n'ai pas d'argent pour pouvoir trouver les produits. Sans que c'est seulement quand on fait des fois pour pouvoir en prendre pour pouvoir préparer. Donc, tout le monde, ça, c'est très intéressant pour moi. Actuellement, mon bas-fond était vide. Mais actuellement, quand vous venez, il y a l'agroforesterie, il y a vraiment la verdure que moi-même, que je suis fier. Et de plus, j'ai un bon rendement à travers les champs écoles. Mon sol est devenu fertile que par avant. Merci beaucoup. Et merci également à Philippe qui vient de nous mettre le lien dans le chat pour télécharger le guide AVSF sur les pratiques agroécologiques et les biopesticides pour du coup avoir des pratiques de gestion des ravageurs des cultures qui soient plus durables des écosystèmes, plus respectueux des écosystèmes et des hommes. Et également l'article de la revue de l'AFA qui aborde ces questions, si j'ai bien compris. Une question sur l'agroforesterie. L'agroforesterie, qu'est-ce qui vous a décidé à mettre en place de l'agroforesterie dans le bassin maraîcher? Alors, on a vu une photo qui était chez un autre paysan au Burkina Faso. Est-ce que vous pouvez confirmer que vous en avez mis en place également dans vos parcelles en bassin maraîcher? Ce qui va pousser à faire l'agroforesterie, c'est la fertilisation du sol. Ça permet que le sol soit fertile. Dès qu'on arrive à la saison pluvieuse, qu'on va commencer nos cultures, je taille ces arbres-là et je laisse dans le champ. Et dès que les feuilles sont secs,
je retire maintenant les brandis, soit les brandis, et je fais le scrapillage et je fais enfouir ces feuilles-là dans le sol. Et après, quelques deux plus comme ça, je laboure. Et donc, ça permet, au fur et à mesure, j'ai vu ça change la fertilité de mon sol. C'est à cause de ça que je l'ai opté. Comment vous gérez la compétition entre les cultures et les arbres? Oui, et ça n'empêche pas les cultures. En saison pluvieuse, je taille ces arbres-là. Et je l'ai dit plus haut, je taille les arbres. Et dès que je taille les arbres, et dès que ces arbres vont reprendre, et ça va reprendre, on va savoir que vraiment les cultures ont déjà une taille que, du moment que ça donne la floraison. Et maintenant, les arbres ne peuvent empêcher que les cultures se développent. Et quelles espèces vous mettez en agroforesterie? J'ai mis les cassiers. Les cassiers et un peu aussi le dessin pour mes animaux. Ok, d'accord. Merci. Une question sur les légumes des bassins maraîchers. Est-ce qu'ils sont vendus sur les marchés en direct? Est-ce qu'ils sont vendus via des coopératives pour les villages et les villes à côté? Est-ce que c'est exclusivement de la consommation familiale? Oui, c'est vendu aux grossistes qui viennent. Nous consommons, on peut finir la consommation. Et c'est à base, ça faisait dire plus haut que ça nous a permis vraiment, surtout le compost et les traitements des pesticides naturels qui permettent, nous avons aussi un peu le marché par rapport aux anciennes. Parce que quand ils achètent, ça fait un peu de temps avant de pourrir. Donc, et puis, c'est pour cela que nous avons, les grossistes aiment venir acheter ces produits parce que ces produits ont une vie un peu longue. Dès qu'ils achètent, ils peuvent faire au moins une semaine avec ces produits que ça a toujours vraiment, ça fait encore pourri. Donc, ces grossistes viennent. Nous avons fait dans les bas-fonds, nous avons fait des équipes commerciales. Il y a des gens qui sont là pour faire des équipes qui, dès que ces grossistes arrivent, c'est avec eux qui décident le prix. Et après, si le prix est convenable à tous les producteurs, on distribue maintenant les paniers pour qu'ils achètent. Et après, c'est un vente groupée. À la fin, on totalise, on paye ensemble et chacun connaît. Et il y a les secrétaires, il y a un comité qui, à leur tour, distribue chacun selon sa qualité vendue. Merci. On a plusieurs questions sur les champs-écoles et les partages de savoir entre paysans. Est-ce que, là, dans le cadre des champs-écoles, est-ce que vous pouvez nous donner un exemple de connaissances concrètes partagées entre les agriculteurs et qui ont permis à tous les paysans de faire évoluer leurs pratiques ou de mettre en place des innovations? Oui, ce qui est adopté à la plupart, c'est les cuvettes. Avant, on faisait des planches qui étaient vraiment trop grandes, qui ne conservaient pas l'humidité. Actuellement, quand vous allez promener partout dans la zone, les gens ont adopté les cuvettes et on a réduit aussi. Dans ces cuvettes avant, ceux qui faisaient même, ils faisaient à 9 planches dans une cuvette. Actuellement, dans la cuvette, on a réduit les plans. C'est 3 planches dans la cuvette qui permet de garder en arrosant, ça économise l'eau et ça garde encore l'humidité. Tu arroses, donc tout le monde a adopté. C'est pour cela qu'on a dit qu'auparavant que ces membres venaient dans plusieurs coins. Et comme ils ont tiré les leçons, ils sont partis dans leur milieu aussi. Ils ont pratiqué. Les autres aussi ont venu tirer des leçons. Ils ont aussi pratiqué chez eux aussi.
Donc, ça, vraiment sympa. Ça a fait au moins tâche d'huile à tous les membres qui n'avaient pas eu la chance de participer aux travaux de chaque école. Mais ils ont bénéficié à travers les autres qui ont participé aux travaux de chaque école et qui ont tiré de leçons. Ils ont pratiqué chez eux aussi. Les autres ont aussi tiré de leçons d'eux et ils ont fait dans leur parcelle aussi. Donc, les échanges, ils se font entre paysans directement autour des champs-écoles et lorsqu'ils se rencontrent. Est-ce qu'il y a également des échanges par téléphone mobile? Est-ce qu'il y a également des échanges par ordinateur, via Internet? Aussi des visites, on fait des visites d'échange aussi, des visites d'échange entre producteurs qu'on a fait. Et même sur le projet, il y a eu la chance aussi de faire les visites d'échange à d'autres régions aussi. Que vraiment on a tiré, mais on a vu même à notre propre yeux. Et on a demandé comment ils ont fait aussi pour pouvoir réussir. Et c'est là que vraiment l'innovation a pris l'ampleur que tout le monde pratique. Et moi j'ai eu la chance à participer à des vidéos d'échange ailleurs, que j'ai ramené les techniques qu'ils exportent là-bas et j'ai aussi partagé aux autres. Et les autres ont aussi adopté et actuellement, nous avons des bons résultats. Entre producteurs, on le fait. Et donc, c'est pour cela qu'on se partage les innovations. Une question peut-être plus pour Nicodème et pour Tesque sur le dispositif champ-école à nouveau. Est-ce que, compte tenu des densités de population et d'agriculteurs, est-ce que ça permet de bien diffuser les savoirs et les échanges entre agriculteurs, ou est-ce que quelquefois la distance entre les communautés de paysans peut être une limite? Comment vous voyez ça? Ok, merci. Je pense que le producteur a su bien le dire. Au niveau des groupes, il y a un certain nombre de personnes, comme ce sont des groupes, des coopératives, on essaie de prendre des gens qui sont dans des coopératives différentes. Donc, après, cette personne-là retourne sur le bas-fond pour aussi appliquer des nouvelles technologies ou innovations qu'on fait sur le champ école. Donc, en tout cas, il n'y a pas de barrière comme ça, parce que les bas-fonds sont continus. Peut-être que c'est les villages, et comme il y a des villes d'échange, cela permet vraiment le partage de ces innovations. Ok, merci. Est-ce que je ne sais pas si tu veux compléter, si tu as quelque chose Oui, non, je partage la réponse de Nicodème. On a dans les volontaires qui participent au champ école, on a essayé d'identifier des personnes qui viennent de villages, de bas-fonds différents. Et donc, quand ils reviennent, surtout dans les bas-fonds, quand même, les parcelles sont toutes les unes à côté des autres. Il y a beaucoup d'échanges entre les producteurs. Donc, ça se diffuse quand même de cette manière. Et ensuite, effectivement, on avait organisé des visites d'échange entre des villages assez éloignés entre eux pour aussi voir ce qui a été fait ailleurs. Et après, je reviens juste sur la question par rapport au téléphone portable et au smartphone et tout ça. Dans ce projet de champ école, on n'utilisait pas particulièrement les outils numériques, mais après, beaucoup d'agriculteurs maintenant sont quand même équipés de téléphones portables et un certain nombre d'entre eux utilisent WhatsApp aussi, même si la connexion, ça reste très cher et ça pourrait, si on s'appuyait vraiment sur cet outil, ça pourrait quand même exclure certains agriculteurs qui n'y ont pas accès. Mais dans le cadre des champs écoles dont on parle aujourd'hui, on n'avait pas utilisé ces outils numériques. Ok, merci. Quelques petites questions qui nous sont suggérées autour du compost. Alors déjà, une question sur les fosses à compost. Est-ce qu'il y a un plan incliné qui est fait dans ces fosses pour faciliter la récupération du compost? Oui.
pour le compost de 45 jours. C'est pour ça que j'ai parlé de 3 fosses. Oui. Donc, les 3 fosses, la profondeur est de 20 cm seulement. Mais quand même, au fur et à mesure qu'on peut faire jusqu'à 1,50 m. Et on attend, on arrose le jour là, après avoir fini, on couvre avec des secours, avec des secours. Et on attend, il y a la manière qu'on va arroser. Et pendant 15 jours, on l'amène maintenant au deuxième fosse. On fait le premier retournement, ça. Et si on fait le retournement, on l'amène dans la deuxième fosse. Et si tu as la possibilité encore, tu commences encore à mettre, tu vas fabriquer encore un autre pour la première. Et au bout de 30 jours, donc, vous la ramenez maintenant dans la troisième fosse. Et là où vous avez commencé, vous la ramenez encore dans la deuxième. Et au bout de 45 jours, vous l'enlevez et que le deux que vous avez commencé encore revient sur la deuxième. Donc, au fur et à mesure, s'il y a la possibilité du fumier et des matières et des végétales, tu peux toujours échelonner comme ça au fur et à mesure. Donc, c'est pour ça que je dis que pour le compost de 45 jours, on a fait 3 fosses qui nous servent vraiment. Si tu fabriques aujourd'hui, pendant 15 jours, tu le ramènes sur la deuxième. 30 jours, vous l'amenez sur la troisième et 45 jours, vous l'enlevez. Et vous l'étalez à l'ombre. Vous l'étalez à l'ombre pour le séchage. Et maintenant, vous continuez encore pour mettre. Et les fosses dont je disais qu'à la maison, ce sont des fosses qu'on met au moins la profondeur de 1 mètre sur 1,50 m. Que ça, on dit ça des fosses fumières. Donc, on remplit au fur et à mesure, au fur et à mesure, ce que à la saison sèche, ces fosses sont déjà remplies et on attend dans le mois de mars, avril, qu'on enlève pour mettre dans les champs. Voilà les différentes fosses. Et pour le transporter, ce compost, vous le transportez comment? Avec la charrette en traction asine? Oui, c'est pour ça qu'on avait demandé, on avait sollicité vraiment l'aide de AVCF, vraiment, on remercie ça infiniment. Et on avait eu l'appui d'AVCF à travers les charrettes asine, qui nous facilite. Même les femmes étaient vraiment fatiguantes en transportant sur la tête et jusqu'au champ. Mais quand ça arrivé à travers ces femmes, et les femmes ils font ensemble, ils réunissent aujourd'hui dans une femme pour ramasser et transformer avec le charrette asine pour dans le champ. Et c'est très facile. Ce qui devait perdre au moins 3 jours à transporter sur la tête et juste à mener, en une journée, ils peuvent le faire. C'est très facile. Et on remercie aussi infiniment la PCFC qu'on avait aussi encore les tensions animales qui aident encore à faire, comme je l'ai dit, à mieux labourer, à mieux pratiquer les techniques culturelles. Parce qu'en laissant les feuilles, ça permet de sicarifier, d'enfouir ces débris végétaux et à quelque temps, on laboure maintenant. Donc, on a eu ces trations animales encore qui a ajouté aux trations et aux charrettes asine. Vraiment, on remercie infiniment AVCF de continuer de se salle pour que vraiment que le sol soit fertile, pour que nous puissions arrêter, vraiment pallier aussi à l'érosion et encore surtout sur cette attaque qui gêne nos cultures, vraiment que nous arrivons à toujours s'en sortir. Et une dernière question peut-être sur le compost et pour clôturer ce webinaire. Est-ce que vous arrivez à produire suffisamment de compost par rapport à vos besoins? Oui, on n'arrive pas, j'arrive pas à le faire parce que il faut demander, ça demande aussi vraiment la fumure que tu as au moins la fumure des animaux avant de faire beaucoup.
Donc, Ce qui est limitant, c'est les animaux ou c'est les résidus végétaux? ça aussi. Le son On a été n'entend éteint, pas, ouais. Nicodème. Il faut remettre le son. Voilà. On n'a pas entendu la réponse. On n'a pas entendu la réponse. Hein? On n'a pas entendu la réponse. Ah, j'ai dit que je n'arrive pas à produire suffisamment comme il le faut. Faute de... Je n'ai pas assez beaucoup de fumure, des fumures des animaux. Sinon, vraiment, mais quand même, au fur et à mesure, chaque année, il y a quand même, je mets aussi j'augmente ma production de compost quand même chaque année, au fur et à mesure. Ok, merci. Et une dernière question par Philippe sur l'agroforesterie. Oui, j'avais une toute petite question complémentaire sur l'agroforesterie. Sur les surfaces, les plantations intraparcellaires dans les parcelles, est-ce que c'est vraiment amené à se développer parce que ça permettrait d'augmenter l'apport de matière organique dans le sol et du coup la nourriture des plantes, ou est-ce que vous restez plutôt sur le pourtour des parcelles? Oui, et même dans mon bas-fond, il y avait des animaux qui nous dérangeaient. Et on a fait aussi tout autour de bas-fond et on a mis encore des étouffes pour empêcher les bêtes de venir tout le temps nous déranger. Mais vous n'en mettez pas dans les parcelles encore, des arbres, à l'intérieur des parcelles. Vous en mettez? Oui, nous avons des arbres dans l'intérieur des parcelles. Et quelle est la densité de plantation? La densité de plantation? Combien d'arbres par hectare? Bon, en termes de cassia, je pense que c'est la dimension, le schéma culturel, c'est 3 mètres sur 3 mètres. D'accord. Je l'ai planté en fonction des courbes de niveau. On a déterminé ensemble avec les techniciens les courbes de niveau, que j'ai suivi ces courbes de niveau pour planter ces arbres. D'accord, merci. Merci. Bien, écoutez, on arrive au terme de ce webinaire. Un très grand merci à John Jargui, à Nicodème Colani, à Teske Bakker. Et à mon niveau, c'est avec un très grand plaisir que je retrouve Nicodème que j'avais pu croiser il y a quelques années au Nord Togo et avec Teske. Donc, c'est un grand merci pour tout ça. N'hésitez pas à aller télécharger dans le chat ce qu'a mis Philippe, c'est-à-dire le guide agroécologie pour sortir des pesticides sur le site d'AVSF et ce qu'on a décrit là, l'article de la revue de l'AFA, Agriculture, Environnement et Société, un article dédié à ces démarches participatives de gestion, notamment des pesticides au Nord Togo. C'est le dernier webinaire de cette saison 2 dédié aux innovations des agricultures du Sud. N'hésitez pas également à rejoindre l'AFA, à soutenir nos actions pour permettre justement cette capitalisation. En ce qui nous concerne, 2 rendez-vous peut-être dans l'avenir pour l'année prochaine, maintenant 2022. Un premier, le 21 janvier prochain, ce sera un webinaire dédié à la restitution des étudiants ingénieurs ESA qui travaillent sur la saison 1 et la capitalisation des innovations qui ont été partagées au printemps dernier par 9 agriculteurs. Et puis, l'autre série de webinaires commence le 18 février et se terminera au 11 mars. Et ce sera une série de webinaires sur les innovations d'agriculteurs et préparation au débat agronomique avec pour thème eau, sol et changement climatique. Encore un grand merci à toutes et tous. Et d'ici qu'on se retrouve pour ces autres moments de webinaire agronomique, eh bien, belle fête de fin d'année à toutes et à tous. Au revoir. Merci. Au revoir à tous.